Serge Vaucel est maître de conférences HDR en histoire et professeur agrégé d'EPS. Guillaume Roquefort est archéologue et responsable de projets en archéologie et en patrimoine. Les deux chercheurs ont répondu à notre interview afin de présenter leurs recherches actuelles sur le jeu de paume et sur le patrimoine sportif et culturel. Bonjour Serge, bonjour Guillaume, Bonjour. Bonjour. bienvenue sur le Do Corpus et dans l'émission d'entrée de jeu. C'est un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, sans plus attendre et pour commencer, une question somme toute classique, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, mais je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Serge Vaucel et je suis historien. Je suis aujourd'hui maître de conférence à l'Université de Toulouse 3 et j'interviens principalement sur des problématiques d'histoire des jeux, d'histoire des sports et j'ai une approche d'histoire technique, d'histoire culturelle. Voilà, et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Cresco, qui est un laboratoire en sciences sociales et en histoire du sport à la faculté de Toulouse, donc. Je suis Guillaume Roquefort, je suis archéologue diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales de Lyon. J'ai réalisé par ailleurs une thèse non soutenue à la Sorbonne dans le laboratoire LAMOP, Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris. Et mes problématiques de recherche concernent pour l'essentiel les techniques de construction et la mise en œuvre des ouvrages civils et militaires. Deux corpus en fait d'études ont pu être constitués, d'ouvrages ont pu être constitués, une partie civile avec notamment les demeures médiévales et les ponts de franchissement qui étaient une de mes spécialités, mais aussi également toute la partie fortifiée dans une zone géographique correspondant un peu au pro à l'Occitanie actuelle et un petit peu au-delà de ces frontières méridionales. Merci déjà pour ces premiers éléments de présentation. Est-ce que vous pourriez préciser quels sont vos domaines de recherche en général et sur le jeu en particulier? Alors, c'est vrai que par rapport, moi, ma spécialité, travailler sur un jeu de paume était à l'époque, si on essaie de rétablir un petit peu, d'établir la genèse de ce projet dans le cadre de la recherche archéologique, notamment du bâti dont je fais partie, était complètement nouveau. C'était un projet de recherche qui a été à l'initiative du département de la Drôme. C'était en 2015 et à l'issue d'une consultation, j'étais alors à l'époque responsable d'opération pour la société d'archéologie Chronoterre et une consultation avait été lancée. À l'issue de cette consultation, nous avions remporté cet appel d'offres et l'objectif de cette consultation sur le jeu de paume de Suse, qui, faut-il le rappeler, se trouve entre Montélimar et Bolène, dans l'actuel département de la Drôme, avait pour objectif de lancer une réflexion sur le devenir de ce site qui est unique en France, de par son ancienneté, de par on va dire, son état de conservation relative. Et le spécialiste du bâti que je suis avait été retenu parce qu'effectivement, mes problématiques de recherche correspondaient aux attentes du conseil départemental de la Drôme, mais également du service régional de l'archéologie, qui a l'autorité scientifique pour valider l'intervention. Et c'est grâce à cela, effectivement, que j'ai pu mener avec Chronoterre et avec le soutien de Serge Vaucel des recherches sur des problématiques justement spécifiques, alors spécifiques qui le sont devenus. Puisqu'effectivement, quand je suis arrivé sur le site en 2015, il faut resituer, la recherche archéologique sur les jeux de paume était embryonnaire. On avait eu effectivement un jeu de fouille à Versailles par notre confrère Jaime Dufour. On avait eu une fouille aussi également à Marseille. Donc quelques fouilles éparses, mais là, il s'agissait bien effectivement d'investiguer l'ensemble du jeu en essayant effectivement, en ayant comme problématique majeure, quid de la construction, de sa date de construction et de sa mise en œuvre, et des aménagements spécifiques. Voilà. Et pour nous aider, effectivement, nous avions pour comprendre ce qui semblait être cette coquille vide, puisqu'effectivement, à ce jour, c'était 4 murs qui sont construits. Nous avions fait appel justement à Serge Vaucel, qui lui avait cette analyse et cette expérience fine pour nous aider à comprendre les aménagements.
Alors donc pour ma part, moi quand j'interviens dans l'équipe à la sollicitation de Guillaume, ben, je suis sollicité finalement parce que j'ai soutenu quelques années avant un doctorat en histoire. Je suis à l'origine, moi, agrégé d'éducation physique et puis spécialisé dans le domaine de l'entraînement, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, de l'entraînement sportif. Et dans le cadre du doctorat que j'avais soutenu donc à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris pour ma part, j'avais travaillé sur l'éducation des aristocrates, des gentilshommes, et en particulier la place des jeux et des jeux d'exercice dans cette éducation de la noblesse. Et j'avais croisé donc pour cela bah, l'histoire de différentes activités physiques, hein, bien sûr l'histoire de l'escrime, l'histoire de l'équitation, qui va devenir de l'art équestre, l'histoire de la danse, du ballet de cour, et puis l'histoire de toutes les pratiques complémentaires, dont les jeux de balle, et en particulier le jeu de paume, qui faisait partie de l'éducation du courtisan à la Renaissance. Et c'est sur la base de cette compétence, finalement, que Guillaume m'a fait intervenir auprès de lui en essayant de me faire réfléchir dans un premier temps en tant qu'historien spécialisé dans l'histoire technique finalement et l'histoire des cultures anciennes sur ben, comment on pouvait jouer, comment on pouvait réfléchir à cette histoire d'un jeu, d'un sport, ce qui va devenir un sport par la suite, mais qui était à l'époque vraiment un jeu. Et on va parler de jeux d'exercice, parce que c'était des jeux qui permettaient la formation des aristocrates et aussi leur loisir. Il y avait toute une dimension qui était très importante, qui était la dimension courtoise, qui était à étudier. Et donc, cette réflexion-là, on a dû l'élaborer, on a dû inventer des manières de travailler ensemble de manière totalement originale et on a monté un projet. Donc, on avait commencé à travailler en 2015 ensemble et il m'a semblé intéressant de solliciter le GIS Jeux et Société à partir de 2016-2017. On a eu notre premier contrat sur finalement les Jeux de paume de la Renaissance qui a été continué par la suite. On a sollicité le GIS à de nombreuses reprises par la suite, jusque dans les années 2020-23, parce que chaque année, on découvrait de nouvelles problématiques pour que les gens comprennent bien que notre public, nos auditeurs nous suivent par rapport aux fouilles archéologiques dont Guillaume a parlé, à Versailles, à, à Marseille, il y avait Rennes également sur la même période. C'était des sites où il restait finalement très peu de choses, soit carrément des bâtiments avaient été arasés, il restait que des fouilles sédimentaires, hein. C'était donc vraiment à creuser le sol, ou alors des sites qui avaient été totalement remaniés. Et là, on avait à Suse-la-Rousse la chance d'avoir, et Guillaume en parlera mieux que moi parce que c'est vraiment son domaine, des élévations très hautes, 4 à 5 mètres de mur sur les côtés, avec des informations très importantes, et puis des structures de murs. On avait également des sondages et des fouilles à réaliser, enfin, et un bâtiment très intéressant de plus de 30 mètres de long, sur une quinzaine de mètres de large. Enfin voilà, quelque chose de très emblématique en même temps pour tous ces arts de la noblesse. Voilà. Alors justement, j'aimerais que vous reveniez un peu sur vos travaux entrepris avec le GIS Jeux Société. Depuis 2016-2017, vous avez entrepris des recherches sur le jeu à trois niveaux. D'abord un terrain sur le site de Suze-la-Rousse dans la Drôme, puis des analyses sur des pratiques sportives, et puis enfin plus récemment un travail sur le patrimoine toulousain. Est-ce que vous pourriez nous parler de chacun des projets? Oui, tout à fait. Donc, d'ailleurs, il est, il est extrêmement important de rappeler le rôle du GIS, car avant d'aborder, Boris, avec vous justement les différentes phases, il ne faut pas oublier que là où nous sommes extrêmement reconnaissants au GIS et au conseil départemental de la Drôme, c'est que nous avons eu l'occasion, ces financements qui nous ont suivis au cours de ces dernières années, nous ont permis de mûrir notre réflexion. C'est-à-dire, on a eu même à un moment donné une pause, car on considérait effectivement qu'il était important de prendre un peu de recul et grâce alors à ces financements, parce que ces financements, l'apport de ces financements, ils sont pluriels. Premièrement, on peut dire effectivement, si on est sur le cœur du jeu, donc je vous rappelle, le jeu, l'un des jeux les plus emblématiques de France, préservé, qui fait
30 mètres, 33 mètres sur 10, qui se trouve dans la Drôme, préservé, faisant l'objet d'une restauration. L'un des rares jeux où effectivement des investigations archéologiques ont pu être menées. Elles se sont déclinées de différentes manières. D'abord, la nature des matériaux, l'origine des matériaux. On s'est rendu compte que deux matériaux avaient été utilisés sur le jeu de paume. Un qui était effectivement directement extrait sur le site, un autre qui était extramuros. Ça nous a permis aussi également d'identifier que ce jeu avait été vraiment construit et aménagé ex nihilo, c'est-à-dire que véritablement un espace consacré, une mise en œuvre conséquente en vue d'aménager cet ouvrage destiné à la pratique du jeu. Ça nous a permis aussi également d'avoir cette réflexion sur les bâtiments consacrés par les édiles, hein. Ces bâtiments, effectivement, jusqu'à présent, il y avait une légende sur ce jeu. On disait que il avait été construit sur Charles IX et Catherine de Médicis lors de leur grand tour de France de 1564. Et l'une des problématiques, justement, en plus de la mise en œuvre, était de donner autant que faire se peut des renseignements sur la mise en œuvre. Donc, on a pu le faire. Donc, les matériaux, la mise en œuvre, les difficultés, l'utilisation aussi également d'outillages spécifiques, hein, peut-être une cage à écureuil ou une chèvre pour monter les matériaux. Mais aussi également, et ça c'est le second volet, tous les aménagements liés au jeu. À l'heure actuelle, le jeu tel que vous le voyez, ça semble être effectivement une coquille vide. Et malgré tout, grâce à ce soutien, on va dire, qui s'inscrit dans le temps, ça nous a permis effectivement d'exhumer ou d'observer avec un regard nouveau les aménagements spécifiques du jeu, comme les galeries où se tenaient les spectateurs, les carreaux en terre cuite qui provenaient très certainement des alentours. On a essayé justement de découvrir grâce au financement du GIS et du conseil départemental d'où provenaient ces matériaux. On a pu trouver des pigments, c'est-à-dire on a vu que ces carreaux qui servaient effectivement, qui recouvraient l'aire de jeu et très certainement les espaces couverts, les galeries, étaient couverts d'un pigment. On s'est rendu compte aussi également un autre élément qu'on avait sans doute défilé. On s'est rendu compte aussi également que l'élévation était actuelle, n'est pas représentative de ce qu'elle était à l'époque. Sans doute qu'elle faisait 1,50 m, 2 mètres, voire 3 mètres de plus. Et c'est grâce à cela, ce qui est très important, c'est que tout ceci ne nous est pas apparu évident avec Serge comme cela. Ça a été un long cheminement et quand on retrouve effectivement la genèse et les différents financements que le GIS nous a accordés, mais justement, c'est au fur et à mesure de ces années qu'on s'est dit, mais la piste des carreaux, la piste des galeries, si on prend la dernière 2023, Pâté la Galerie, ça a été pour nous une sorte de consécration, même si on sait très bien que, il y aura peut-être des surprises encore à venir. Mais on s'est dit, bon, voilà, maintenant nous avons constitué un certain nombre d'éléments. Grâce à votre soutien, on a pu réaliser toute la fouille d'une galerie à l'est et celui évidemment du conseil départemental qui est très important. On a pu investiguer toute une galerie intérieure, c'est-à-dire mener des travaux d'excavation, dont des travaux de recherche archéologique, hein. Et nous avons pu proposer une restitution enfin en 3D qui était attendue, qui a été soutenue par le GIS et que nous espérons pouvoir très prochainement vous remettre des clichés ou des montages et qui constitue un outil pour les décideurs politiques. Car il ne faut pas oublier qu'en faisant cela, le GIS nous a permis effectivement de faire avancer la recherche et de proposer aux édiles une orientation sur ce jeu. Il faut resituer quand même le jeu de Suze-la-Rousse. On n'est pas très loin de Grignan, qui est un site emblématique, qui est très fréquenté, et qui canalise un certain nombre de subventions. Grâce à ces recherches, à ces soutiens, et c'est inscrit sur la durée. C'est là où il y a ce caractère exceptionnel de cette brillante collaboration, c'est que nous avons pu aussi effectivement, ça nous a permis de nous laisser le temps pour faire émerger justement les différentes problématiques et les différentes pistes de recherche. Donc ça, c'est toute la partie terrain. Et d'ailleurs, on aura le plaisir, on espère très prochainement, vous remettre aussi des propositions de restitution, justement. Donc, et là, à l'heure actuelle, eh bien, il faut savoir que nous sommes sur le point d'établir une synthèse à la demande du conseil départemental. Et cette synthèse va permettre aux décideurs, justement, de savoir ce qu'on va faire du jeu.
Et enfin, le dernier point, pour ne pas mobiliser la parole, il est important de savoir que dans le cadre effectivement de la recherche, et là je parle à échelle nationale, il est très étonnant de constater que depuis le jeu, il y a eu un avant et un après-jeu de Pommes de Suze-la-Rousse. C'est-à-dire le nombre d'interventions que nous avons menées avec Serge. Et ce n'est pas du tout de la fanfaronnerie de notre part. Mais le nombre de publications nous ont amené d'être sollicités dans le cadre justement du chantier présidentiel de Villers-Cotterêts à intervenir quand même sur les deux jeux de paume emblématiques, celui de François Ier, 1532, et celui effectivement un peu plus tardif du XVIIIe siècle, qui a fait récemment l'objet d'une ultime fouille. Donc on s'est rendu compte que nous étions de plus en plus sollicités parce que justement nous avions pu investiguer sur différents sites, hein, soit dans le cadre de l'historiographie, dans le cadre de visites nationales et internationales par Serge, et moi une approche plus factuelle sur des éléments archéologiques restants, qui nous permet, et j'en terminerai là, qui nous permet quand même de prétendre être effectivement des spécialistes du jeu de paume et de sa pratique. Voilà. Alors pour ma part, les éléments que je peux préciser, c'est que finalement, en faisant à la fois le travail donc de l'archéologue que faisait Guillaume et de l'historien que j'essayais d'assumer, on a construit, on a fait un maillage en termes de méthode et on a pu aller interroger un certain nombre de problématiques qui étaient la nature finalement des murs, comme Guillaume l'a expliqué, la façon dont le bâtiment a été sorti de terre, dont également la nature du sol, de l'aire de jeu avait été étudiée, la structure des galeries latérales qui étaient des appentis en bois avec des couvertures qui permettaient de faire rebondir des balles, la présence d'un filet ou d'une corde de jeu qui séparait le terrain en deux moitiés à peu près égales, et puis réfléchir également, et ça c'était des analyses que l'on a fait plus récemment sur finalement qu'est-ce que c'est que faire rebondir des balles sur des carreaux de sol quand ils sont de structures différentes. Guillaume a évoqué qu'on nous avait sollicité pour aller réfléchir avec les gens de l'INRAP, hein, l'Institut national de la recherche et de l'archéologie préventive à Villers-Cotterêts. On avait travaillé sur finalement ces capacités qu'avaient les joueurs de l'époque de jouer avec une idée de reconstituer, recréer, réfléchir à la façon dont on jouait à l'époque pour bien comprendre en quoi la notion de jeu était fondamentale dans la société d'Ancien Régime. Et c'est pour ça que le jeu et les sociétés, finalement, la thématique du J, c'était vraiment au cœur de notre problématique. Alors, le jeu de pommes, c'est aussi un jeu dans lequel se réalisaient des paris d'argent, et il y avait tout un lien également de réflexion qu'on a mené autour de cette question des paris. La Française des Jeux, qui est un soutien important du GIS, était totalement cohérente par rapport à notre réflexion, et on a pu comme ça aller comparer cette vieille activité qui est le jeu de pommes, dont on a pu montrer que la datation n'était pas comme la légende le voulait, 1564, mais peut-être des années 1550, voilà, de cette décennie-là. Et puis le comparer avec d'autres sites, des sites emblématiques dont on a parlé à travers le Royaume de France de l'époque, aller faire des enquêtes également dans le sud-ouest, du côté du Pays Basque, où il y a un certain nombre d'anciens jeux de paume qui ont été transformés, qui sont aujourd'hui devenus des aires de jeux de pelote basque. On est allé voir également au-delà des frontières. Cela m'a permis d'aller faire des enquêtes en Italie, qui est un des espaces dans lesquels, à la Renaissance, des jeux de balle s'étaient structurés. On est allé jusqu'en Picardie, on a profité de nos séjours à Villers-Cotterêts pour aller voir également comment se pratiquait la longue pomme, parce que là, on est sur une forme de pratique qui était plutôt la courte pomme. Enfin voilà, on a fait toutes ces enquêtes de terrain. Et pour finir, on a réfléchi tout récemment donc à cette notion dans un projet qu'on a voulu appeler Épater la galerie, qui est réfléchir à non pas comment étaient constituées les galeries latérales de jeu, mais aussi les espaces qui pouvaient accueillir tous les spectateurs, y compris des galeries hautes, différentes structures qui pouvaient avoir existé et dont on a retrouvé les traces grâce au travail de l'archéologie. Voilà. Alors, vous avez également travaillé sur des recherches sur les pratiques sportives d'une part et sur le patrimoine toulousain d'autre part. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Alors,
Je vais prendre la parole parce que c'est des projets que j'ai qu'on a menés à deux, mais que j'ai un peu plus coordonné, on va dire. Et il me revenait davantage dans le sens où la dimension archéologique était moins prégnante. Dans un premier temps, c'était en 2021, on a réfléchi à la question des jeux et puis finalement de l'activité et de la justification de la présence du jeu liant à des problématiques de santé en essayant de réfléchir finalement à cette notion de l'émergence de la médecine du sport ou de la médecine des disciplines sportives. Et c'était en 2021 parce qu'à cette occasion-là, on allait fêter le centenaire d'une vieille société, qui est la Société française de médecine de l'exercice physique, hein. À l'époque, c'était Société médicale de l'exercice physique et du sport, la SMEPS, qui était, on va dire, l'embryon de ce qui est devenu aujourd'hui la Société française de la médecine de l'exercice et du sport, et qui a été, de manière très originale, une des toutes premières créations de structuration ou d'associations de médecins qui se passionnaient pour l'exercice physique, pour le sport à travers l'Europe, à travers le monde, puisque la Fédération internationale de médecine du sport, que l'on connaît aujourd'hui sous l'acronyme FIMS, date des années 30 et elle est directement issue d'un travail qu'ont mené les médecins français, qui étaient des médecins expérimentateurs bien souvent, parfois des médecins sportifs eux-mêmes. Il y avait également des médecins hygiénistes, voilà, différents pans finalement du corps médical qui se sont penchés sur cette question-là et qui ont progressivement structuré finalement tout un champ de la médecine du sport tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans une autre dimension, on a également travaillé autour de la problématique de la performance sportive. Ça, c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur, puisque cela m'a permis de soutenir une habilitation à diriger des recherches, là, tout récemment, c'est-à-dire essayer de retrouver une histoire culturelle de la performance sportive pour la repositionner à l'échelle de la grande histoire, c'est-à-dire ne pas rester à une histoire du sport qui serait simplement une histoire du 19e et 20e siècle, mais bien reconstruire la cohérence depuis les jeux qui étaient des jeux de l'époque médiévale jusqu'à la Renaissance, où on a commencé à comprendre l'intérêt du jeu pour la formation, pour la culture physique. Puis par la suite, au XVIIe, XVIIIe siècle aussi, avec des arguments médicaux, comme je l'ai évoqué, qui commençaient à survenir. C'était le début des notions d'exercice du corps et puis, on va dire, les arts d'agrément, la façon dont on a progressivement construit une éducation et puis une formation du citoyen avec le début des gymnastiques scolaires, des gymnastiques civiles également pour les citoyens, bien évidemment aussi la gymnastique militaire. Et puis, ces activités qui se structurent progressivement, qui mettent au centre de leurs problématiques le fait qu'il faut vérifier, contrôler, mesurer, quantifier finalement les progrès. C'est là que on commence à enregistrer de véritables performances sans chercher obligatoirement à les mettre en place dans des championnats et des comparaisons à travers le temps, mais simplement suivre les progrès des élèves, comme on le voyait dans les collèges royaux militaires, dans les premiers lycées du début du 19e siècle, hein, les lycées napoléoniens, les lycées d'Empire, puis après les lycées de l'État, de la République, et comment progressivement on a suivi les progrès des élèves jusqu'à leur proposer des activités où ils ont pu s'emparer de certains contenus et intégrer des modes qui étaient la mode de la haute société de l'époque, hein. C'était l'émergence du sport anglo-saxon tel que il s'est développé dans notre société, même si des formes de jeu préalables existaient, avaient déjà été pensées dans un rapport à la performance, sauf qu'avec la mode anglaise, ben, finalement, la performance devenait le moyen d'enregistrer, et enregistrer, c'est record, et donc c'est la notion de record qui permet progressivement à ces activités-là de se structurer, de comparer, et puis de se développer avec des structurations un peu plus fédérales et associatives. Et c'est ce que j'ai essayé de retracer jusqu'à l'histoire la plus contemporaine de nos performances sportives. Et c'est quelque chose que je voulais absolument mener en cette année olympique, puisqu'on a aujourd'hui l'aboutissement complet de cette notion de jeu et de sport dans notre société. Et jeu et société, c'est bien les sociétés au pluriel, c'est aussi ce sur quoi on a voulu travailler, voilà, avec Guillaume. Le dernier point,
que j'essaye de dynamiser aujourd'hui. C'est une réflexion autour des jeux, euh, mais cette fois vue dans une perspective patrimoniale un peu plus forte, parce que on a vu qu'avec Guillaume, on avait travaillé sur un patrimoine bâti exceptionnel, et puis on s'est rapidement posé des questions, mais qu'en est-il des autres patrimoines bâtis pour les autres activités? Et une de nos grandes difficultés quand on travaille ensemble avec Guillaume, c'est que moi, j'évoque beaucoup de choses et lui, en tant qu'archéologue, il me dit, mais il me faut du tangible, il me faut des preuves. Je n'arrive pas à réfléchir si je n'ai pas des éléments matériels qui vont m'aider. Et on est en permanence dans nos discussions à se confronter, à réfléchir. Et je disais, la plus grosse difficulté, c'est que bien souvent, les traces des jeux disparaissent dès que les joueurs s'en vont, sauf quand ils ont des objets de jeu particuliers, quand ils ont du patrimoine, et en particulier du patrimoine bâti. Et le fait d'avoir dans l'équipe un spécialiste du bâti en tant qu'archéologue, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour moi, en tout cas pour nous, dans notre relation. Donc aujourd'hui, autour du patrimoine sportif et ludique toulousain, ce projet que on a voulu appeler Pastel, c'est une réflexion sur essayer de retrouver les premières traces de l'implantation des jeux et des sports euh, dans la région toulousaine, dans la ville de Toulouse, en essayant d'identifier à l'intérieur du patrimoine bâti les traces qui ont été laissées par ces premiers gymnases, ces premières académies d'équitation, ces premières salles d'armes, ces anciennes salles de jeux de paume qui aujourd'hui n'existent plus, mais également les premiers stades, les premiers espaces de jeu, peut-être aussi les premiers vélodromes, les premières arènes de tauromachie, etc. Et on s'aperçoit que la ville est truffée d'espaces de jeu qu'il nous appartient aujourd'hui d'étudier et de mieux faire connaître à la population locale. Voilà. Alors, ces recherches ont été pour part soutenues par le GIS Jeux Société. De façon pratique et concrète, qu'est-ce que les dotations qui vous ont été allouées ont permis de faire? Alors, en fait, c'est le soutien du GIS, ça a été parfois, je pense notamment en 2017, à une part importante, puisque si on décline tout ce que cela a pu nous permettre de réaliser, ça a été en 2017, donc avoir recours à une méthode de télédétection de géoradar sur le site, car effectivement, vous faites bien de nous rappeler, Boris, qu'en 2015, lorsque nous étions intervenus et nous avions décroché cet appel d'offres avec mes anciens collègues de Chronoterre, nous avions investigué qu'une partie du jeu de paume, puisque de toute façon, la réglementation est telle que une fouille extensive donc de la zone, c'est-à-dire on est à plus de 350 mètres carrés, ne pouvait pas être envisagée. Et effectivement, quand ce laboratoire, hélas, a cessé son activité, avec Serge, on s'est approprié effectivement le site et on s'est posé la question, mais pourquoi ne pas utiliser les moyens de télédétection ultra récentes qui nous permettent peut-être de voir justement ce qu'il y a ou ce que nous n'avons pas vu. Donc, on a fait appel effectivement à mes collègues d'Archéogéos qui sont de formation à la base des géomètres experts, ont utilisé cette technologie très moderne, alors qu'on connaissait dans notre pays, qui s'est effectivement de plus en plus démocratisée, mais pour lesquels effectivement il y a une absence, on peut dire, de recours sur les interventions archéologiques. Ça nous a permis effectivement de constater, de trouver le seul élément qu'il existait, qui était un drain d'évacuation. Ce drain d'évacuation qui occupait une place nord-sud en plein milieu du jeu de paume, qui servait à l'évacuation des eaux, puisqu'il ne faut pas oublier que les jeux de paume à cette époque-là, notamment celui de Suse, n'étaient pas couverts. Ça nous a permis aussi également de mener toute une réflexion, puisque Serge, du coup, a très rapidement mis en parallèle, grâce à cet élément factuel, qui m'est nécessaire en tant qu'archéologue pour essayer d'avancer des hypothèses, a dit, ah, mais ça me rappelle effectivement, on sait que dans les jeux de paume, il va vous le dire mieux que moi tout à l'heure, ça, très souvent, les deux parties convergeaient vers un centre. Ces deux parties de l'aire de jeu étaient légèrement inclinées afin que les balles, justement, puissent converger vers le centre. Donc, tout ça, ça nous a permis, ça a été un point déjà qui a été déterminant. On a eu donc cette méthode de géoradar
avec effectivement le cofinancement du conseil départemental de la Drôme. On a eu effectivement en 2019, 2018, 2019, on a eu aussi également un élément, une aide du GIS et du conseil départemental qui nous a permis d'investiguer les abords du jeu de paume, car jusqu'à présent on s'était concentré, mais quid des aménagements? Est-ce qu'il y avait eu des aménagements? Et on s'est rendu compte que très certainement, à côté effectivement de ce qui a été requalifié au XVIIIe ou XIXe siècle, comme un petit oratoire, c'était sans doute la dépouille, les fameuses vestiaires du jeu de paume, où était entreposé le matériel. Et au-delà, ben, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait réussi à découvrir, grâce à cette investigation de 2018-2019, qu'on avait un aménagement de pièces, un projet inachevé, de pièces juxtaposées qui s'inscrivaient dans une orientation est-ouest, de bâtiments qui étaient prévus et qui n'ont jamais été réalisés. Donc ça a été un deuxième point qui a été déterminant dans l'aide du GIS. Et si on doit en préciser un troisième, ce sera, comme j'ai pu le dire rapidement tout à l'heure, en 2023. On met à plat l'ensemble des connaissances que nous avons pu acquérir. On fait une synthèse un petit peu de tout ce que nous avons pu réaliser et on va réfléchir en fait sur une proposition de restitution qui est très récente et qui, grâce à votre soutien, nous a permis de mener les dernières investigations archéologiques sur le jeu, de proposer une restitution en 3D, grâce effectivement à un logiciel en ligne qui nous a permis, donc Blender, de réaliser cette maquette. Donc voilà, trois axes majeurs et qui associaient aussi bien les méthodes d'archéologie d'investigation dites traditionnelles, mais aussi également novatrices, ou en tout cas, on peut dire, à la pointe de la recherche actuelle, avec justement le recours à ces méthodes-là, qui, faut-il le rappeler, on ne les utilise soit pas ou peu sur des sites archéologiques, soit on va les utiliser quand il y a effectivement un besoin pressant et surtout un soutien financier important. Voilà. Mais pour résumer, finalement, ces dotations nous ont permis de faire des missions sur place, bien sûr dans la Drôme. J'ai parlé du Pays Basque, de la Picardie, à l'étranger jusqu'en Italie. Et puis surtout mobiliser des moyens totalement novateurs, en tout cas aller chercher de l'innovation, le géoradar et maintenant peut-être de la visualisation 3D, mais on a aussi des questions autour du passage d'un lidar, hein, qui est tout simplement un appareil qui permet de faire un scan de la surface du globe à partir d'un système de détection par laser qu'on a réussi à faire voler au-dessus du bâtiment. On a pu se doter également d'un drone, on a pu faire des images véritablement très très originales, en tout cas très riches de d'enseignements pour pouvoir aller plus loin dans nos enquêtes et puis dans nos recherches sur le terrain. Est-ce que vous diriez à présent que l'aide du GIS permet aussi de favoriser le soutien d'autres acteurs, peut-être aussi avoir un effet d'écho sur d'autres projets, notamment auprès des institutions et des partenaires? Alors, c'est vrai que d'autres acteurs, en fait, ce soutien, je dirais qu'il présente comme intérêt d'avoir le soutien quasiment, je dirais, inébranlable du conseil départemental, car effectivement, le conseil départemental, tout comme le GIS, a vu la pertinence, effectivement, ou l'intérêt de ces recherches directement concernées par le simple fait que ce site, faut-il le rappeler, fait encore l'objet, on va dire, d'une ultime étude destinée à aider les décisionnaires, notamment les politiques, les élus, à savoir comment on devait repenser la restauration du site. Donc, ce soutien a un rôle majeur. Et je dirais aussi également, il y a un autre volet qui est tout aussi étonnant et presque amusant, c'est que ces investigations soutenues par le GIS et par le conseil départemental nous a permis aussi également de devenir, je ne dirais pas des acteurs incontournables, ce serait un tant soit peu présomptueux, mais en tout cas, pour ma part, d'être sollicité dans le cadre, comme j'ai pu vous le dire précédemment, du chantier présidentiel de Villers-Cotterêts, où effectivement j'ai passé
par intermittence plus de 2 ans et demi. J'ai rendu mon rapport récemment et l'inauguration s'est effectuée en octobre 2023. Donc vraiment, l'apport, ça a vraiment favorisé et je dirais le cofinancement du coup de nos recherches, mais aussi également les sollicitations aux scientifiques par ailleurs à échelle nationale. Oui, puis cette reconnaissance dont tu parles, Guillaume, ce travail avec le département de la Drôme, avec la DRAC de Rhône-Alpes, d'Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, cette reconnaissance par l'INRAP également des compétences qu'on a développées nous a permis de participer à différentes missions et à des conférences, à des invitations, à être invité finalement pour continuer à parler de tout cela dans finalement dans des ambiances un petit peu plus éloignées que simplement celles sur lesquelles on avait travaillé initialement, et puis de participer à des publications. Aujourd'hui, c'est les éditions CNRS et puis l'INRAP qui a publié un ouvrage qui s'appelle Archéologie et histoire des jeux de paume en France. Et finalement, on m'en a confié l'introduction. On a pu faire un gros chapitre sur Suze Larousse. On a pu évoquer et rédiger d'autres travaux également autour des questions du rebond des balles, c'est-à-dire faire le travail vraiment, montrer la qualité et la diversité des travaux de recherche qu'on avait menés depuis tant d'années. Et donc, ça a été véritablement reconnu. Et aujourd'hui, cet ouvrage coordonné par Jean-Yves Dufour a été publié. Là, il est sorti le mois précédent. Et c'est quelque chose de très important parce qu'on a réussi à fédérer finalement historiens et archéologues ensemble à l'échelle nationale sur une quinzaine de sites qui ont été fouillés depuis finalement 15 à 20 années. Voilà. Merci pour tous ces éléments. Eh ben, avant de conclure, une ultime question. Quelle va être votre actualité scientifique récente, vos projets en cours ou à venir? Alors, en fait, c'est multiple et c'est extrêmement dense. Serge pourra le témoigner. Nous avons alors on peut considérer que l'ensemble de ces études a apporté un certain nombre de lisibilité. Serge évoquait tout à l'heure un événement majeur qui va se produire sur notre sol national, c'est les Jeux Olympiques. Donc, nous avons été sollicités justement dans le cadre du patrimoine des Jeux du sport en Auvergne-Rhône-Alpes pour une publication. Donc, nous avons effectivement été sollicités. L'article est paru, donc c'est la Direction régionale des affaires culturelles qui nous a sollicité justement pour faire une sorte de compte rendu scientifique, mais à destination d'un grand public malgré tout, de nos recherches. Et plus récemment, Le Monde m'a interviewé justement. Nous avions un journaliste donc qui, dans le cadre de ces mêmes Jeux Olympiques, m'a demandé de lui un petit peu de retracer un petit peu la genèse de ce projet de Suze Larousse, puisqu'effectivement Suze Larousse fait l'objet d'éclairages importants au regard, on va dire, du rythme de publication. Je pense, Serge, qu'on doit être tous les deux à deux, trois publications par an, ou si ce n'est pas quatre. Il ne faut pas oublier que la synthèse qui va débuter dans quelques jours, quelques semaines, on espère, avec Serge, et pour laquelle effectivement le GIS a largement contribué, va donner lieu à un nouveau cycle de conférences, des publications, très certainement une sollicitation des élus pour les sensibiliser. Donc c'est quelque chose qui est très très dense et qui est rythmé par le rythme des publications et des communications. Voilà. Oui, totalement, je confirme le rythme avec lequel on est sollicité pour aller parler finalement de toute cette histoire. Le week-end dernier, j'étais au Festival d'histoire de l'art à Fontainebleau, où on a pu parler de cette histoire de la courte pomme et des jeux de pommes, mais également pour mon actualité, on va dire, la plus chaude, la plus brûlante, parce que c'est vraiment ça. D'ici à une quinzaine de jours, je vais pouvoir publier un ouvrage sur une histoire de l'entraînement sportif en France avec des collègues bordelais où je vais pouvoir finalement concrétiser tout le travail que j'ai pu mener grâce au soutien du GIS autour de la performance sportive et puis finalement de la médecine des sports en essayant enfin, en parvenant à publier cet ouvrage qui rassemble une quarantaine d'auteurs différents
sur 25 sports différents et on a finalement cette expertise-là qui nous a servi à finalement arriver à présenter une somme. C'est quelque chose qui n'a pas été fait du tout dans aucun pays actuellement au niveau européen. Une histoire de l'entraînement sportif. Dans toutes les disciplines. Et bien sûr, le jeu de paume et le tennis sont totalement intégrés dedans. Et puis, les questions autour de la performance sportive dont j'ai parlé tout à l'heure sont au cœur même de cette problématique qui devrait normalement intéresser toutes les personnes qui s'intéressent à la question de la haute performance et de l'entraînement dans notre pays. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui à côté de l'ouvrage édité également le mois dernier autour de l'archéologie et l'histoire des jeux de paume en France. Eh bien écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Je vous dis à Merci, bientôt sur le Maurice. Corpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Avec grand Au plaisir. revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur le Corpus.